Et j'ai envie de demander le type de matériaux à utiliser dans les évacuations, parce qu'il existe plusieurs matériaux. Maintenant, quels sont les matériaux qu'il faut choisir pour faciliter une bonne évacuation, M. Arnold? Quels sont les types de matériaux? On sait qu'il y a les cours de 1K, les T-culottes et tout ça. Qu'est-ce qu'il faut choisir pour faciliter l'installation? Okay, well, to facilitate drainage, but I would say one of the things I did while working, I did some research concerning on drainage, the type of material to be used while carried out a drainage process, and I saw the list of some material that are not allowed. Yeah. For example, like the straight T, what we call the T-draw. There are some places that are to be avoided completely. That instead of using the straight T, you use the white T. Those are some of the things that while doing drainage, you need to put into consideration, and also the quality of the pipe to be used, because you not just go to the market and buy any type of pipe or you not advise your client that you buy. No, you precise the type of pipe to be used in this project. There are some customers that if they can afford to buy the normalized pipe from Europe, yeah, you go ahead and you purchase them. If they can afford the normalized pipe, the one that are being fabricated here in Cameroon, you go ahead and buy it to carry out your project. That's what I can tell my fellow colleagues. Okay. Yeah, you have to take your time, propose to the customer the best material so far. But if the customer have the means, you go in for it. But technician, they Alors, je vais poser la même question. Quels sont les types de matériaux que vous préconisez dans le système d'évacuation? On sait qu'il y a les raccords qu'on appelle seulement les 1K, les 1/8, les T-culottes, les bouchons. Quels sont les types de matériaux que vous pouvez proposer? Ouais, quand on parle de matériaux, il va falloir faire la distinction entre les matériaux et les types de raccords. Chaque matériau a son type de raccord. Et en évacuation, généralement au Cameroun ou en Afrique, on utilise beaucoup plus le PVC dans le système d'évacuation. Maintenant, les types de raccords sont définis en fonction du schéma que nous avions sur le terrain. C'est en fonction de ça qu'on va déterminer quel est le type de raccord à préconiser. Mais ce que je veux dire, c'est que généralement, il est conseillé d'utiliser beaucoup plus les TY et les cours de 1/8 au lieu des cours de 1K. Parce que les cours de 1K au niveau des évacuations sont déjà très fermés. Et les T-droits aussi, c'est vrai qu'ils sont faits pour d'autres schémas, mais en système d'évacuation, il faudrait, pour maximiser les chances, il faudrait éviter beaucoup plus ces T-là. Ils sont beaucoup plus utilisés parfois même dans les drainages pluviales ou alors des évacuations pluviales. Donc, pour faciliter le sens d'écoulement des eaux. Oui, pour faciliter le sens d'écoulement des eaux, il faut préconiser le 1/8 et le 1K, et aussi de choisir le bon diamètre en fonction du dimensionnement. Donc voilà ce que je vais... Comme tout à l'heure, vous avez dit en offre, vous avez failli perdre un chantier parce que vous êtes la mission de contrôle est passée et vous ont demandé comment est-ce que vous avez procédé pour choisir les diamètres des tuyaux. Et heureusement pour vous que vous êtes un gars qui ne blague pas, vous êtes un professionnel, vous avez tous vos notes de calcul, les dimensionnements et tout ça. Ça vous a permis de gagner votre chantier. Ouais, c'est quelque chose que beaucoup n'ont pas encore rencontré. Il faut faire face à un vrai chantier pour reconnaître sa casquette de plombier, si on a vraiment la casquette de... Bon, moi j'avais dit, est-ce qu'il y a des faux chantiers? Est-ce qu'il y a des faux chantiers? Non, pas qu'il y a des faux chantiers,
Mais en réalité, c'est juste qu'on n'a pas, dans 90% des marchés, il n'y a pas de munitions de Concorde. Oui, bon, ce qu'on appelle faux chantier, moi j'avais dit, généralement ce sont les maîtres d'œuvre qui sont les mauvaises personnes. Oui. Oui, parce qu'ils ne consultent pas les personnes qu'il faut. De vrais chantiers. Je vous dis, si vous prenez, si vous faites référence par exemple à 15 plombiers, vous donnez un marché, par exemple comme un ministère. Je crois, pour moi, si vous avez 10 plombiers, 9 vont fuir. Parce que 9 seront incapables de donner le type d'évacuation, alors le type d'alimentation qu'il faut faire dans ces bâtiments qu'il faut dimensionner. Parce que ils ont des compétences, mais des compétences limitées. Vous voyez, beaucoup ne maîtrisent que des simples ils sont des bons exécutants. Ils sont des bons exécutants. Ils ne maîtrisent que des trucs élémentaires. Vous voyez un peu. Donc c'est pourquoi le domaine plomberie chez nous est un domaine très complexe dans son terme. Ok. Monsieur Arnaud, j'ai envie de vous demander quelles sont les caractéristiques d'une bonne évacuation. Quand on dit que quelqu'un fait une évacuation et que ça... Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit une bonne évacuation? Quelles sont les normes à approprier? Qu'est-ce que l'évacuation en question doit refléter pour qu'un client, demain, s'il a un chantier et qu'il faut faire appel à un technicien, il doit savoir que bon, pour qu'une évacuation soit réussie, voici ce qu'il faut, voici ce qu'il faut. Mr. Fordham, before answering your question again, I will come back to... Okay, no problem. I would say, I used to live here and go and work in Douala with my boss. Okay. So one of my apprentices always asked me, "Gars, tu connais tout ça, gros. Comment tu dis que tu pars encore à Douala apprendre le travail quand tu pars travailler avec ton boss?" Et j'ai dit non, mais quand je pars auprès de mon boss, je ne considère pas que je pars travailler, je pars apprendre le travail. Il y en a apprendre tous les jours. Tous les jours. Comme on dit, on vous dit tu vas dans le groupe, tu n'es pas super, on doit apprendre tous les jours. Oui, et je constate encore qu'après cette émission, je dois encore rentrer à apprendre et j'apprends tous les jours. Ce n'est pas facile d'apprendre. Oui. Et pour revenir à votre question, je me rappelle quand on m'a mis la femme de mon boss qui est au Luxembourg m'a mis en contact avec son mari, juste changer par téléphone. J'ai beaucoup appris. Même avant de rencontrer le type face à face comme ça, je lui dis c'est comme si je fréquentais. Il m'a expliqué au téléphone, il me dit, est-ce que le PVC à coller que vous utilisez là, il y a tout un procédure pour faire ça. Oui, il me dit, voici comment le PVC se colle. Ce n'est pas que tu prends la colle, tu fais ses mains, c'est fini. Non, ce n'est pas ça. Quand tu prends le PVC, tu dois d'abord utiliser le papier d'atelier, il faut y baver. Exactement, pour poncer bien poncer. Après, utiliser le décapant pour nettoyer avant d'appliquer la colle. Et même avant d'appliquer la colle, il faut faire le marquage. Exactement. Ça c'est la meilleure façon d'utiliser le PVC à coller. Mais on peut compter le nombre d'exécutants qui le font. Hein. Oui, on compte. C'est pourquoi on prend le temps chez nous de faire les formations. Vous savez, nous sommes une société. Et chez GEP, c'est une société d'étanchéité. Chaque jour qui passe, on essaie de moderniser en fonction des problèmes que rencontrent les plombiers, généralement dans le monde. Donc, je vais profiter pour... Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais peut-être pour une prochaine fois dans une émission, pour dire comment est-ce que j'ai fait pour entrer à GEP, comment est-ce que j'ai fait pour être consultant à GEP. Je ne vais pas le dire aujourd'hui, mais ce que je vais dire, c'est que quand GEP est au Cameroun depuis des années. En passant, c'est une multinationale. Une multinationale. Et pendant cette longue période, ces longues années, GEP n'avait jamais fait de formation avec plombier. Donc il a fallu que j'ai fait des propositions, parce qu'à l'époque, GEP formait juste les vendeurs. Et le vendeur n'est pas l'utilisateur final du produit. Il a fallu que nous puissions envoyer des rapports pour dire non,
voici, nous voudrions qu'au lieu de former les vendeurs, formons les plombiers sur chaque produit pour qu'ils puissent connaître le mode d'emploi de chaque produit, comment utiliser chaque produit, les étapes de chaque produit. Revenons par exemple au niveau du PVC. Beaucoup de plombiers ne savent pas ce que c'est que le décapant, ce que c'est que le papier d'atelier. Bon, ils vont connaître le marqueur, mais combien ils les utilisent? Oui, la lame de scie, quand il a pris la gratter, là, il a oui, sauf que nous, on ne refuse pas même cette lame de scie. Mais l'étape de collage du PVC est une étape cruciale et qui demande de respecter tous ces étapes, que ce soit en évacuation ou alors que ce soit en alimentation pour dire pression comme on a l'habitude d'appeler. Donc si vous venez vous plaindre par exemple au niveau des cols, tel col n'est pas bon, tel col, non, le problème n'est même pas souvent au niveau des cols. Parfois on a la bonne colle, oui, mais la mise en utilisation est nulle. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Ce que je vais ajouter à votre propos, c'est que par moment, quand les choses sont stockées, vous allez voir, il y a la poussière dessus, il y a de la graisse, il y a beaucoup d'impuretés sur le tuyau. Maintenant, quand tu appliques la colle, la poussière qui est dessus, ou alors peut-être la graisse qui est passée là, ne va pas permettre une bonne adhésion, il n'y a pas une bonne fusion. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand la colle entre en contact avec le PVC, il y a fusion. Oui. Ouais, maintenant, par moment, il y a des impuretés qui empêchent cette fusion-là. Vous allez voir parfois que tu colles, après un an, il y a les gouttes, il y a les fuites. Parce qu'on n'a pas respecté toutes ces étapes-là. La colle peut être une bonne colle, mais la façon dont on l'avait utilisée peut faire en sorte que tu as l'impression que la colle n'est pas une bonne colle. Donc c'est ça aussi qu'il faut. Et je félicite beaucoup GEP par rapport à ça. Parce que moi-même j'ai bénéficié des formations de GEP. Et j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Donc je tenais vraiment à te féliciter pour tout ce que tu as fait. On n'a pas peut-être souvent l'occasion de te remercier pour ça, mais je vais profiter de l'émission pour te dire vraiment merci pour tout ce que tu as fait pour notre domaine, dans notre environnement. C'est pourquoi féliciter. Très peu de personnes le font comme toi. Donc, je vais revenir à la question, comme tout à l'heure avec M. Arnold. Quelles sont les caractéristiques d'une bonne évacuation? Quels sont les critères qu'une bonne évacuation doit avoir? Une bonne évacuation, en ce qui concerne les caractéristiques, on commence d'abord par le plan et le dimensionnement. Ça commence par là. Il ne faudrait pas sauter les étapes. Ensuite, la qualité du matériau. Ensuite, on ne parle de l'évacuation aussi que lorsqu'on fait référence à quel type de fosse, en fonction de la position géographique parfois du terrain. Quelles sont les fosses que nous utilisons au quotidien? Parce qu'on peut mieux évacuer. Et ensuite, on se retrouve par exemple dans le bâtiment avec les odeurs. On se retrouve à moins d'un an avec une fosse pleine. Vous voyez? Donc lorsqu'on parle d'évacuation, il faudrait aussi faire intégrer le terme drainage. On ne peut pas parler d'évacuation sans parler de drainage parce que l'évacuation, lui, c'est défini comme étant l'accumulation des eaux jusqu'à la sortie du bâtiment. Et maintenant, lorsqu'on parle de drainage, on le prend jusqu'à la fosse. Et parfois, on a des systèmes collectifs, beaucoup plus utilisés en Europe. Parlons des systèmes séparatifs. Oui, lorsqu'on a des systèmes individuels, et chez nous, on a fait utiliser beaucoup plus de systèmes séparatifs. Et vous verrez que on peut mieux bien évacuer un bâtiment et on échoue sur le drainage ou alors sur l'aménagement de la fosse. Parce que c'est courant, les fosses ne sont pas bien aménagées en ce qui concerne les fosses septiques ou alors d'autres ont même apporté, il y a de cela quelques années, dans le secteur francophone, la fosse biophile, qui était déjà connue beaucoup plus dans les zones anglophones. Donc, sur la thématique, l'évacuation, la bonne évacuation dépend aussi de la bonne fosse. Restons même sur le drainage. Quelles sont les étapes d'un bon drainage? Parce que récemment, j'ai une des mamans qui m'a appelé pour me faire comprendre que il n'y avait pas d'évacuation chez elle. L'évacuation était faite, mais ça ne respectait pas les normes parce que l'eau calait dans la fosse, dans le regard, tant pour moi. Ouais. Donc quand on chasse le bidet, tu viens, c'est à calme au niveau du regard et ça ne continue pas.
Il a dit qu'on avait raté les pentes. Et le technicien m'a fait comprendre qu'il a pourtant dégravé le niveau, il y a les pentes. Moi, je me suis dit, il y a quelque chose, il y a un problème. Parce que son évasion n'a pas respecté les normes. Il n'a pas fait, par exemple, le lit de sable qu'on met pour que le tuyau garde sa pente. Oui, mais ça dépend aussi du tuyau qu'il a utilisé. S'il a, par exemple, préconisé un tuyau normalisé, il n'aurait pas eu ce problème. Parce que lorsqu'on parle, par exemple, de mettre le sable, c'est pour éviter la ramollisation du tuyau ou l'affaissement du tuyau. Si vous utilisez un mauvais tuyau, le poids du ramenage, le poids de la terre va chercher à affaisser le tuyau. Oui. Vous voyez? Moi, je me dis à un instant que même quand tu utilises le tuyau normalisé, si tu es sur une terre qui est posée, par exemple, vous savez que généralement au niveau de la fondation, là, c'est une terre qui est posée. Oui. Et que tu n'as pas trouvé la bonne terre. Cette terre s'affaisse avec le temps. Donc si tu as mis au départ ton tuyau avec une pente et que la terre s'affaisse, le tuyau peut être amené à perdre sa pente. Parce que sur d'autres cieux, on utilisait des petits gravillons, là, des petits graviers. Ouais. On fait d'abord un lit de pose, on pose d'abord ça. Ça fait qu'à un moment donné, le tuyau se retrouve comme dans une gaine. Ouais. Vous voyez? Donc il ne peut pas facilement perdre sa pente et il ne peut pas aussi facilement se ramollir. Mais quand tu ne mets pas ces étapes-là, par moment ça peut créer les pertes de pente et ça engendre tous ces problèmes. On est obligé de recommencer tout à zéro. Pourtant, elle avait installé sa maison, elle avait tout posé. Les clients ont intégré la maison, mais à un moment donné, il n'y avait pas de pente, il a perdu toute la pente. Pourtant, le technicien te dit, te fait comprendre qu'au départ, il y avait toutes les pentes. Il a utilisé le niveau, mais après, tout est parti. Je vais profiter sur la question en appelant aussi tous les techniciens de travailler en synergie. Parce que, je vais dire, ça fait quelques jours, je suis arrivé à Bastos dans un chantier. Il a fallu que je pose des questions. Je vais dire, je force même l'architecte à me comprendre. Que je ne suis pas là juste pour faire la chose, pour faire ce qu'il est en train de me dire. Il faut que je fasse la chose avec précision. Sachant que, ok, si celui qui a fait les fausses biophiles a mis les yeux à cette position, est-ce qu'on peut encore baisser? Mes évacuations qui arrivent, si je veux respecter la hauteur d'entrée là, tu n'as pas les pentes. La pente ne va pas donner. Parce que vous ne pouvez pas avoir peut-être 4 douches. À ce moment, il te conditionne sur ta pente. Vous ne pouvez pas avoir 4 douches, peut-être à 25 mètres. Je vais dire, vous avez 4 douches, loin, à 25 mètres. Si on parle du principe qu'on respecte la pente et la hauteur de la pente de 1 cm même par mètre, à un moment donné, ça ne va pas dire. Oui, à un moment donné, ça arrive au fond de la fosse. Je vais dire, on a une distance que les tuyaux doivent parcourir, peut-être à plus de 25 mètres avant d'entrer dans la fosse. Imagine ce que ça va donner. Parfois, on prend la pente à 2. Il y avait possibilité de faire les fosses plus proches. Ça n'a pas été le cas. J'ai dit vraiment, en voici ce que je vois, en voici ce qu'il faut faire pour espérer même que avoir le bon niveau à ces tuyaux. Pour ces raisons, le tuyau doit traverser à l'intérieur de la maison. Oh, je ne peux pas faire la magie pour contourner. En plus de ça, il se plaignait que la fosse n'est pas pleine, il n'est pas aussi profond. Donc si je blague là, on va se retrouver long au fond. Je lui ai dit, non, voici ce qu'on doit faire, voici ce qu'on doit faire. Faire appel à celui qui a fait les fosses et puis je vais échanger avec lui. Donc, nous les techniciens, cultivons cette habitude d'arriver dans un chantier. Ce n'est pas parce que le patron a dit non, il faut déjà que tu passes les tuyaux. Est-ce que le sol est bon pour que je passe mon tuyau? Tout à fait. Le sol doit être compacté d'abord avant que je passe. Si le sol n'est pas compacté, les pentes, tu vas perdre les pentes, ça va pas. C'est un peu comme dans les stations-service. On compacte d'abord la piste avant qu'on passe les tuyaux qu'on a passés. C'est le même donc c'est un peu ça. Comme je parlais des terres posées au niveau de la cour, des fondations. Non, au niveau des fondations. Oui. Au niveau des fondations. Là, généralement, c'est les terres posées. Puisque au préalable, on a fait les fouilles, on a implanté le bâtiment, on a fait. Et maintenant, la terre qu'on revêt, c'est une terre qui est posée, donc elle n'est pas stable. À tout moment, elle peut s'affaisser. Donc, d'où l'importance de souvent compacter le sol. Ou alors, c'est éloigner légèrement de cet endroit-là, parce qu'avec le temps, vous allez avoir des problèmes à cet endroit-là, parce que la terre va s'affaisser. Vous allez voir les gars qui ne font pas le lit d'enrobage, comme je disais tout à l'heure, le sable, les gravillons. Et même le gars d'avertisseur qu'on demande souvent de mettre.
Il faut. Oui, parce que tu arrives dans un... Quelqu'un va te dire que je me suis battu, j'ai trouvé mon 10 millions et construit ma maison. Tu viens me demander le sable pour mettre dans le sol pour faire quoi? Vous savez, je suis arrivé dans une immeuble un soir où ils ont fait une baraque et à l'intérieur du baraque, il y a un tuyau d'évacuation qui passait, à l'intérieur de la baraque, il y a un tuyau d'évacuation de 125 qui passait. En mettant son piquet, il a percé le tuyau. Le piquet de prise de terre, comme souvent. Non, le truc en bois, ça a percé le tuyau d'évacuation, entré dedans. Tous les petits déchets venaient s'accumuler là. Ça a formé un bouchon dans le tuyau. Tout la cité, l'eau ne circulait. Il a fallu que je vienne, je fais comme ça. Avant que je creuse là-bas, je regarde le piquet, je dis mais le tuyau passe ici. Le piquet fait quoi? On a coupé le piquet, on a fait pop. Wow. Après combien de temps? Les papiers aussi, cela. Et aussi, à un niveau, ces propriétaires des bâtiments doivent faire appel aux plombiers qui maîtrisent bien la chose pour éduquer même les gens comment utiliser ces appareils. En fait aussi, moi je me dis par moment, c'est que on ne pense pas au service d'entretien pour un peu. Le service, on appelle souvent service après-vente parce qu'on doit signer les contrats d'entretien une fois qu'on a fini de faire l'installation. Parce que après, il faut que tu passes regarder ce que tu avais fait. Même après 6 mois, après 3 mois, tu dois venir regarder et contrôler. Parce que dans ce projet-là, s'il y avait un contrat d'entretien, peut-être le monsieur ne serait pas venu placer le piquet ou il est venu placer là. Et ça fait en sorte que par moment, il faut faciliter l'évacuation. Parce que quand tu fais une évacuation où tu penses à l'entretien, ça fait en sorte que tu vas faciliter le dépannage. Parce que quand tu ne penses pas à l'entretien, le dépannage va être compliqué. Si tu as fait une évacuation dans la dalle et qu'on se rend compte qu'à un moment donné, il y a trop de bouchage, si on a un siphon de sol, le sable s'est introduit là-bas, il faut déboucher ça. Moi j'ai vu les projets, on a annulé carrément le siphon de soleil. Parce que ça ne passait plus. C'était compliqué. Ils ont même versé des super déboucheurs là-bas, ils ont fait tout. Il n'y avait plus rien à faire. C'était à refaire. Le monsieur était obligé de faire une chape pour refaire une évacuation sur la dalle. Parce qu'on a fait des histoires dans la dalle. Et le diamètre même qu'on a utilisé. Le diamètre qui était utilisé n'était pas le diamètre qui correspondait. Donc parfois, si on fait des contrats avec maintenance, c'est-à-dire c'est toi qui vas faire la maintenance dans ce bâtiment-là, même après 5 ans, après 10 ans, tu vas voir le calvaire que tu vas voir et ça va t'amener souvent à mieux faire les choses. Là, il dit, par moment, si le syndicat est mis sur pied, c'est-à-dire tu as un bâtiment, tu signes un contrat même pour 30 ans là-bas. Donc s'il y a n'importe quoi, tu assumes. Je pense qu'à un moment donné, chacun en travaillant va se dire, non, j'ai une conscience professionnelle, c'est que plus tard ça peut me coincer. Mais si il laisse, il part. Parce que par moment tu arrives quelque part, tu veux faire la maintenance, c'est compliqué. Et la maintenance est la chose la plus dure dans notre domaine. Parce que je pense qu'il n'avait pas dit le contraire. La maintenance est la chose la plus difficile à faire. Mon patron me disait toujours ça. On me dit que dans le domaine-ci, c'est très facile à faire comme ça, poser. Mais la maintenance, quand il faut venir faire la maintenance, c'est là où on connaît un bon technicien. Et si on fait les contrats comme ça sur 30 ans, et que tu as merdé, à un moment donné, on te pousse en justice. Beaucoup de personnes vont commencer à abandonner le domaine. Parce que tu as fait un projet de 50 millions par exemple. Après, au bout de 30 ans, on voit les imperfections. On te colle un procès. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans le domaine à ce moment-là. Parce que tu vas voir, comme j'ai expliqué tout à l'heure, quelqu'un vient de faire une évacuation d'une cuisine. Parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé dernièrement pour ça. Tu arrives, il a fait l'évacuation sur la dalle. À sortir de la cuisine, il a mis le thé, mais le bouchon regardait plutôt en haut. Il y avait la graisse qui était dans la tuyauterie. Maintenant, il fallait faire sortir la graisse. On a réussi à envoyer un furet, on a poussé la graisse. Mais c'est venu maintenant caler au niveau du thé. C'est-à-dire, on a mis le thé, le bouchon est là en haut, tu fais la graisse avance, ça vient buter là. Maintenant, il faut retirer la graisse. Tu pousses la graisse. Parce que la seule solution, c'est de, tu vas pousser la graisse vers le bas. Tu pousses, ça charge encore le tuyau. Tu fais comment? Or, si le bouchon était ici, tu pousses, ça sortait directement. Donc, parfois, on a souvent des échanges avec certains collègues. Ils disent que non, il faut mettre le bouchon vers le haut. Je me dis, mais attends.
est-ce que tu as fait face à certaines situations dans le chantier où cette histoire-là te rend la vie difficile? Soit tu coupes, tu remplaces, ou alors tu vas pousser, parce que c'est deux solutions. Tu vas pousser, ça va descendre, ça charge la colonne là. Et retient comme ça devient très compliqué. Donc quand je disais tout à l'heure, les critères du mode d'évacuation, c'était par rapport à la facilité de le dépannage. Parce que quand il faut dépanner, c'est où on voit vraiment les erreurs de ce qu'on a eu à faire par le passé. Je voulais ajouter quelque chose. Parce que lorsqu'on a un sujet très crucial, très important, c'est le choix de la fosse. Parce que lorsqu'on fait référence aux évacuations au drainage, on peut aussi référence à quel type de fosse qui reçoit ces eaux d'évacuation, ces eaux usées ou ces eaux vannes. On aura un problème dans l'avenir avec des ingénieurs qui vendent du rêve avec les fosses biophiles. Je ne sais pas si vous rencontrez, si c'est un projet de fosses biophiles, de R+10 en place de fosses biophiles et avec des termes qu'ils emploient non vidangeables. Parce que j'ai pris le temps d'ancrer en profondeur par rapport à ce sujet des fosses biophiles non vidangeables, le thème qu'ils emploient. Par contre, ce que je connais, c'est qu'il n'y a aucune fosse qui ne s'entretient pas. Ça, c'est ce qu'il faut noter. Exactement. Et beaucoup de techniciens s'hasardent à signer des contrats avec les clients par rapport à nous la garantie que ces fosses ne seront pas vidangeables. Dans un système comme le nôtre, où nous sommes en Afrique, où on peut avoir des couches que les gens évacuent dans les fosses. J'en ai rencontré moi-même. Oui, on jette des brosses à dents, tout ça. Et on se pose la question. Et lorsqu'on voit le dimensionnement de cette fosse, on se pose la question. Est-ce qu'on peut le mettre vraiment dans un type de projet, je vais dire, commerciaux, ou alors des cancers par exemple? Est-ce qu'on peut mettre cette fosse biophile? Parce que j'ai posé la question à un prestataire, il est resté bouche fermée. Si je pouvais le mettre dans un projet comme un cancer, par exemple des sandwichs, est-ce que je peux mettre la fosse biophile? Il est resté bouche fermée. Il n'a pas répondu. Donc pourquoi les gens préconisent aujourd'hui cette fosse-là au détriment des autres fosses? Parce que moi, à l'époque, je crois en 2019, quand j'allais à Bouya, donc c'était un projet, j'ai vu que cette fosse-là sont en l'occurrence là-bas. Ce que j'ai dit aux clients, c'est que la fosse est conseillée en fonction de la position géographique du terrain. Vous voyez, si on va du côté de l'ouest, par exemple à Douala, on utilise beaucoup plus les fosses champs d'épuration parce que généralement là-bas le sol, on recouvre beaucoup plus d'eau. Oui. Vous prenez par exemple le côté de Boya, vous allez voir qu'on rencontre beaucoup plus de pierres dans les zones anglophones. Donc c'est en fonction de la position géographique du terrain qu'on peut définir le type de fosse qui va recevoir l'ensemble de nos eaux usées et de nos eaux vannes. Donc il y a ce côté-là que beaucoup de prestataires font croire aux clients la fosse non vidangeable. C'est vrai qu'elle a des avantages par rapport à la fosse septique, mais on devrait faire attention. Lorsqu'on veut vanter un produit, il faudrait aussi donner les inconvénients aux clients. Au lieu de se focaliser seulement sur les avantages dont nous ne sommes même pas sûrs. Vous voyez un peu? Et les gens disent fausse biophile, non vidangeable, et je vois beaucoup de clients courir derrière ça. Mais j'ai donné le temps, parce que c'est la même chose quand les shows a lu. Vous vous rappelez quand c'est sorti, on nous donnait l'expérience de 50 ans. Mais je pense que dès le début de la sortie de ce tuyau, si on regarde les dégâts que ce tuyau a causé, on est à moins de 10 ans. Vous voyez qu'ils n'ont pas atteint 50 ans. Oui, pour revenir même au problème de fosse qu'on vous étiez en train de dire tout à l'heure, par moment, on se rend compte que les projets d'évacuation ne sont pas bien pensés parce que tu arrives souvent dans certains projets où tu vois des eaux usées, généralement on les draine, on les conduit vers le puisard sans avoir subi une épuration au préalable. Comment tu peux envoyer ces eaux qui sont même plus dangereuses même pour moi que les eaux vannes
et tu les envoies directement dans le puisard comme ça. Et ça peut créer beaucoup de problèmes. D'autres même renvoient directement dans les rigoles, ça converge vers les lacs et tout ça. Moi je me dis, ces eaux doivent être traitées ou épurées avant d'être déversées dans la nature. Mais tu arrives dans des projets où ils pensent qu'il n'y a que les eaux vannes, les eaux de sel qui doivent aller dans la fosse. Et maintenant les eaux usées, on les donne directement dans le puisard. Est-ce que c'est... Ce que je vais ajouter même là-dessus, c'est que même ces eaux vannes là, ils ne les traitent pas. Oui. Parce que la fosse septique a un principe de fonctionnement. Tout à fait. Une fosse septique, je le disais, une fosse septique bien aménagée joue le même rôle qu'une fosse biophile. Vous voyez? Oui. Quand elle est bien aménagée. Donc vous voyez, les gens mettent 3 compartiments et puis on fait les communications, on se dit que la fosse est aménagée. Non, la fosse n'est pas aménagée. Et autre chose même, ces fosses ne sont pas dimensionnées, ce n'est pas les non-dimensionnements. Parce que parfois ce sont les maçons qui confectionnent juste un truc là, il prend certaines mesures là, il ne sait même pas comment dimensionner une fosse. Et puis le plombier arrive au chantier, il fait ses communications comme il veut, au hasard. Et puis balance et on se dit que bon, le travail est fait. La fosse se dimensionne, monsieur Fodon, la fosse se dimensionne en fonction du nombre d'occupants d'un bâtiment. Exactement. Donc le volume de la fosse est déterminé. Mais combien de projets où il y a les fosses, est-ce que les techniciens en plomberie sont consultés? Le maçon, généralement, c'est lui qui gagne ce marché. Tout comme ceux qui arrivent dans un projet où il faut faire des réservations sur la dalle, il se permet de réserver. On ne sait sur quelle base. Tu arrives dans un projet où tu viens faire la pause, tu te retrouves avec le tuyau d'évacuation du WC au milieu de la douche. Le tuyau de lavabo est au fond de la douche là-bas. Tu ne sais pas dans quoi tu te retrouves dans la banane malaxée comme ton patron disait une fois. Parce que chacun fait comme il veut. Personne ne respecte sa position, il permet de faire à tort et à travers. Et je voulais aussi ajouter, parfois on néglige certains aspects. Tu vas arriver dans un projet où dans la cuisine il y a absence de siphon de sol. Tu vois. Parce que j'ai vécu une expérience une fois où chez moi-même, ma voisine avait un problème dans sa maison. Son robinet de cuisine avait lâché. Et comme dans notre bâtiment, il y avait des gaines techniques qui étaient faits en bois, l'eau s'est retrouvée, passée par cette gaine technique-là, elle s'est retrouvée dans ma cuisine. N'ayant pas de siphon de sol, l'eau s'est retrouvée au salon. Imaginez un peu s'il y avait une rallonge qui traînait dans mon salon et que le matin tu te lèves, tu as les pieds dans l'eau. Ça devait être toute une catastrophe parce qu'il n'y avait pas de siphon de sol. Donc moi je dis souvent, il faudrait qu'on pense aussi à installer les siphons de sol dans toutes les pièces d'eau. C'est très important. Nous on appelle ça dans notre terme les siphons de sécurité. Tout à fait. Et vous allez vous rendre compte que parfois c'est même pas le plombier. Hein. Parce que j'ai eu aussi référence à certains projets où le client, pour lui, c'est que le siphon n'était pas beau. Non, pas, oui, il n'était pas beau, il n'est pas esthétique pour sa douche, vous voyez. Mais oublie le rôle que ce siphon-là joue. Oui, pour l'exemple, on peut prendre le cas de l'exemple. Oui, comme un peu votre exemple. Donc, généralement, c'est conseillé 2 siphons, un siphon pour la zone de douche et un siphon de sécurité qui permet à ce que si vous avez... On a des appareils aujourd'hui, je prends par exemple des lavabos qui n'ont plus... Parce qu'à l'époque, avant on avait des appareils qui venaient avec vous appelez ça des groupes de sécurité ou bien, je sais pas. Des trop pleins. Des groupes pleins, voilà. Ce qui fait que quand l'appareil atteignait déjà un certain débit, hein, l'eau s'évacue. Elle s'évacue par là et recouvre le siphon. Aujourd'hui, on ne recouvre plus ça. C'est très difficile. Et même quand on trouve le plombier qui monte le crépine sur la borne sur le lavabo, il y a souvent un trou que tu dois tourner ce trou vers le trou qui ressort sur le trou. Même sur les éviers. Quand tu ne le tournes pas, c'est bloqué. Voilà. Et justement, pour le cas des éviers, je veux parler beaucoup plus du cas des éviers. Il y a souvent le trop plein qui les clients ne connaissent pas l'usage. Raccorder ça maintenant pour le siphon, ils ne raccordent pas. Non, ça dépend aussi du mécanisme qui vient avec. Parce que le mécanisme aussi condition. Si vous avez sur le marché, oui, le siphon. On vous vend un siphon qui ne... Il n'y a pas de trou plein. Il n'y a pas de trou plein. Vous êtes obligé de mettre juste la bande de fond et faire évacuer. Ça relève un autre problème que je soulevais dernièrement. Il faudrait que le ministère de l'enseignement supérieur ou alors le ministère, je ne sais pas trop de quel ministère ça dépend, pense à créer la filière technico-commerciale. Un peu comme les médecins ont les délégués commerciaux. Parce que
Si tu arrives en quincaillerie, tu achètes un évier de cuisine, on ne te donne pas le siphon approprié. Est-ce que vous imaginez ce que ça peut créer comme dégâts? Il y a un trop-plein qui est prévu sur ce siphon-là, sur cet évier. Maintenant, il faut le raccorder. Toi ne connaissant pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui installent les éviers sans ces oui, parce qu'on n'en trouve pas dans les éviers. Voilà. Maintenant, quand tu prends ça, tu vas installer sur son client. Il peut avoir une coupure d'eau chez lui. L'eau revient à une heure tardive. L'eau commence à monter dans l'évier, ça monte, et l'eau commence à évacuer vers ce trop-plein-là. Il n'est pas raccordé, ça commence à couler dans la maison. Et dans la maison, on n'a pas prévu un siphon de sécurité dans la cuisine. Ça se retrouve dans la maison. Il y a une rallonge qui traîne quelque part là, ça crée des dégâts. Toute une famille peut se retrouver à perdre des membres comme ça parce que on n'a pas eu une personne compétente où il fallait. Tu te retrouves à acheter un truc comme ça. On a négligé ce détail-là. Mais on voit les gens qui peuvent perdre la vie comme ça à cause de ces détails-là. Donc moi je voudrais demander à ce qu'on pense à créer cette spécialité-là. La plomberie, ce n'est pas seulement pour faire les chantiers ou pour enseigner. On peut aussi avoir les technico-commerciaux. Exactement. Dans les quincailleries, tu arrives là, celui-là, il sait quoi te donner où il faut. Dans ce domaine-là, ça va être très complexe. Hein. Il faudrait déjà que nous-mêmes, en tant que plombiers, qu'on essaie d'abord de s'organiser entre nous-mêmes. Parce que ce sont des domaines, c'est vrai, beaux. Vous savez, parler et proposer des projets, ce sont des bons projets, en fait. Mais sauf que l'État même n'a pas encore le contrôle sur notre domaine, pour ne pas dire ancré dans la quincaillerie, en général. Dans le secteur commercial, en ce qui concerne les accessoires, plomberie, que ce soit. Ce que l'État maîtrise beaucoup plus, c'est le secteur du BTP. On va parler des ciments, fer. Ça sont les choses où les prix sont un peu connus, où on a la facilité de mieux encadrer, contrairement à la plomberie où il y a beaucoup de divers. Vous voyez un peu? On a des secteurs même comme l'électricité, c'est pas seulement la plomberie, mais ça va venir avec le temps. Il faudrait que nous, d'abord, on essaie d'abord de s'organiser. Une fois qu'on va s'organiser, et on pourra dire qu'il faudrait créer telle spécialité parce qu'on est en difficulté, parce que, vous savez, une seule voie ne va pas faire l'affaire. Il va falloir qu'on soit en marche par des associations ou alors un syndicat pour accompagner le projet. Ou l'ordre même. Oui, ou l'ordre. On va arriver à un moment où on aura besoin de l'ordre national des plombiers. Et ça va faire en sorte que pour que tu sois plombier, il va falloir que tu passes à un certain nombre d'études. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu dans ce contexte. Ça va être très difficile, mais pas pour dire que c'est impossible. Ça va prendre son temps, mais on a déjà des projets préliminaires qu'il faudrait qu'on essaye de mieux les organiser. Pour que les plombiers soient soudés, pour que les plombiers communiquent, pour que les plombiers se forment davantage, font connaissance sur la modernisation à chaque fois qu'il y a un matériau qui entre. Et en fin de compte, on pourra donc faire des propositions, des projets à l'État de créer dans cette filière-là, techniciens, commerciaux. Et on aura donc, parce que pour créer une filière, il faudrait déjà qu'on ait même déjà des formateurs en cette filière. Si on n'a pas de formateurs. Non, les formateurs existent. Moi, je pense que c'est juste une question de volonté. Moi, je pense que les formateurs existent. Parce que, généralement, les qui travaillent en quincaillerie, ce sont des personnes qu'on forme. Pourtant, il y a des personnes là qui font des études en plomberie, mais à un moment donné, ils font face à deux solutions. Soit tu es dans les chantiers, soit tu es dans l'enseignement. Tu peux faire aussi d'autres concours. Mais d'autres aussi abandonnent, ils se retrouvent en train de faire d'autres spécialités. Moi, je connais les filles qui ont le bac en plomberie, mais qui se retrouvent en train de faire esthétique, d'autres qui se retrouvent en train de faire peut-être dans la vente d'autres produits. Pourtant, ils pouvaient faire carrière en quincaillerie. Nous sommes là pour les former, parce qu'on les forme déjà. Mais maintenant, il faudrait qu'à la base, il y ait cette spécialité-là, qu'ils ne se retrouvent plus en train de faire autre chose, parce que peut-être on ne les a pas préparés à ça. Parce que si tu fais un cursus et que tu sais que ma spécialité, c'est technico-commercial, tu pourras facilement avoir du travail. Parce que certains ne savent même pas qu'en réalité, dans les entreprises, ils ont besoin de cette compétence-là. Les médecins font comment? Ils ont les délégués commerciaux. Leur travail, c'est de vendre les médicaments. Mais il faudrait qu'on forme des personnes aussi. Parce que nous, on forme nos personnels nous-mêmes. Maintenant, si déjà à la base,
je suis d'accord avec vous qu'il y a des personnes qui ont ces compétences-là. Les techniciens, par exemple, qui en fin de carrière peuvent être des technico-commerciaux. Ils peuvent maintenant être recyclés pour maintenant aller dans les établissements et voir comment apporter ces compétences-là à certains apprenants. Et je voudrais aussi ajouter un problème que nous avons semblé éviter, le problème des siphons qui crée aussi beaucoup d'humidité dans les maisons. Parce que généralement on abandonne ce côté-là au carreleur. Parfois le technicien va venir faire ses évacuations, il va partir, il va laisser le carreleur venir faire la pose des carreaux. Il va poser le siphon. Maintenant le carreleur par moment ne fait pas ce qui doit être fait. Il ne sait pas les étapes. Je ne sais pas si vous avez eu à faire ça, monsieur Anon. Vraiment, j'ai eu à gérer les cas lourds. Lourd. Généralement, quelle est la cause? Qu'est-ce qui crée souvent ce problème-là? Il veut dire, sur ce sujet, la pose du siphon du sol est très cruciale. Très cruciale même. Et c'est le plombier qui doit poser ce siphon du sol. Mais le carreleur, il y a les bons carreleurs qui le savent bien poser. Oh, oui. Mais ça relève des compétences du plombier à poser parce qu'il connaît les dégâts que ça peut causer plus tard. Je me rappelle, ça fait de cela peut-être plus de 4 ans, où j'ai eu à travailler chez un monsieur. Sa maison était top. Tu regardes la décoration extérieure, c'est top. On m'a appelé pour faire la pause. Je suis arrivé, j'ai observé, j'ai pris note, je lui ai dit, bref boss, pour avoir une bonne finition à tel niveau, on va encastrer tous les siphons du sol, tous les siphons, tous les évacuations lavabo, Oui. pour mettre les lavabos suspendus avec des bons siphons en inox. Voilà ce que je vous propose. J'ai rectifié ça, on a travaillé, on a fini. Et je n'ai pas vérifié les siphons du sol. Lorsque j'ai vérifié tous les siphons du sol, à peu près 9 siphons du sol, c'était un duplex. J'ai vérifié, je constate que le siphon est juste posé là, et le tuyau en bas, le siphon n'est pas emboîté dans le tuyau. J'ai appelé son matin, je lui ai dit, monsieur, il y a quelque chose. Ne prenez pas ça mal. Oui. Mais je vous conseille qu'on règle ça maintenant. Parce que demain ou après-demain, l'eau va suinter. Vous serez assis à la cuisine ou vous serez assis au salon, vous allez voir les gouttes d'eau de partout. On a enlevé tous les siphons du sol. On a réglé. Il était tellement content. Donc, vraiment, nous les plombiers, ne devons pas laisser la charge de ces siphons. Généralement, les carreleurs, ils ne collent pas le siphon sur le tuyau d'évacuation. Ou alors ils n'emboîtent même pas. Parce que ce n'est pas tous les siphons qu'on peut coller. D'autres n'emboîtent même pas. Ils viennent juste poser le siphon sur le tuyau. Parfois, ils ne posent même pas. Et tu vois, il y a un vide entre les deux. Parfois, ils pensent que le mortier qu'ils met là-bas va jouer le rôle d'étanchéité. Pourtant, à un moment donné, le mortier va absorber, ça va relâcher l'eau et ça va créer beaucoup d'humidité. Vous avez parlé tout à l'heure des siphons, des évacuations des lavabos suspendus. Par moment, je vois certaines personnes évacuer le siphon dans le lavabo, dans le mur, et mettre le coup d'un 8e. Ça se positionne comme ça. Et moi, je demande, quand ça sort comme ça, s'il faut mettre un siphon avec les gardes de là, comment tu vas faire, puisque le siphon lui va tout droit comme ça, et que ton évacuation est sortie comme ça, tu fais comment en ce moment-là? Parce que moi, je me pose sur les questions. Tu es obligé de poser le coup 8e. Lui, dans ce qu'il a préparé dans sa siphon flexible. C'est mettre les siphons flexibles. Oui, mais si maintenant le client lui vient avec son lavabo meuble et qu'il veut mettre le siphon. Oui, les siphons qui viennent en machin, hein, comment vous appelez? En acier inoxydable. Oui, justement. Et qui vient. Oui, la sortie est horizontale comme ça. La sortie horizontale. Si le client te dit qu'il veut ça là-bas, tu fais comment? Dans sa tête, il s'est déjà préparé. Il est limité d'abord dans sa tête. Parce qu'il s'est déjà préparé à ce siphon flexible où il va seulement
poser la tirer là. Facile hein, à poser. Et sans prévoir la garde d'eau, parce que même les siphons flexibles, il faut former la garde d'eau. La majorité ne prend pas en compte ça. Ils savent seulement que c'est facile à mettre. Pas tu tires là, c'est bon, tu quittes derrière. Oui. Parce que moi je dis souvent, une bonne évacuation aussi, il ne doit pas avoir les odeurs. Exactement. Tu peux bien faire ton évacuation, tu évacues normalement. Maintenant, lors de la pause, le type de siphon à utiliser. C'est bien d'utiliser le siphon flexible, c'est pratique. Mais maintenant, est-ce qu'on comprend l'importance d'avoir une garde d'eau dans le siphon? Parce que tu arrives dans certains endroits, des bâtiments, pas des moindres bâtiments, tu vois, on a installé un siphon flexible, on a tiré juste là, on a raccordé au réseau. Et maintenant, les odeurs remontent. Maintenant, tu arrives... parce que, oui, c'est très récurrent. Parce qu'en réalité, nous avons appris, chaque appareil sanitaire a une garde d'eau. Tout à fait. Si on prend le cas des lavabos, et qu'on prend son siphon, elle doit avoir une garde d'eau. Si vous prenez le léger, les cuisines, vous prenez son siphon, elle doit avoir une garde d'eau. Pourquoi la garde d'eau? Parce que la garde d'eau est le seul élément de l'appareil sanitaire qui empêche la remontée des odeurs. Justement. Vous voyez? Donc elle, c'est important. Si vous utilisez, que ce soit les flexibles, les siphons à flexible, de former la garde d'eau. Si vous ne formez pas la garde d'eau, vous allez avoir la remontée des odeurs dans le bâtiment. Vous pouvez ne pas avoir la remontée des odeurs pour un premier temps, mais à la longue, ça va venir. Même si vous avez mis les ventilations primaires, que ce soit les primaires ou secondaires. Il est préférable, surtout pour certains de nos confrères qui utilisent les siphons rigole, simple pour les installer dans les douches. On a eu des cas comme ça, où le client dit, en moins d'une semaine de la mise en œuvre de son bâtiment, il dit, il a remonté les odeurs. Quand tu regardes, tu vois que ce sont les siphons rigole. Mais la question qu'on pose, c'est, est-ce que ces siphons sont faits pour les douches? J'ai eu à poser la question même dans un groupe WhatsApp ainsi. Des plombiers posaient la question, est-ce que c'est fait? Les gens m'ont dit non, c'est chacun a donné son avis. Mais jusqu'ici, on n'avait pas trouvé un point d'entente commun pour dire il faut refuser ce type de siphon. Soit il faut demander. Et on s'est rendu compte qu'il y a un homme qui vient déjà avec les gardes d'eau. Oui. Et c'est bien d'utiliser ce siphon avec les gardes d'eau. Parce que ce qui est des siphons rigoles sans garde d'eau, moi je les préconise pour les vérandas, les terrasses, ou alors les grenages pluviales. Et non dans les douches. Oui. Sinon le clapet n'est pas l'élément clé pour empêcher la remontée des odeurs. C'est clair. Donc quand tu veux creuser un puits chez toi, ou bien quand tu as ta maison et que tu veux peut-être faire un puisard, tu dois être à mesure de respecter les distances. De dire, bon, si mon voisin veut creuser son puits, il faudrait qu'il y ait l'espace. On doit construire en tenant compte de tous ces paramètres-là. Mais je pense que c'est un problème beaucoup plus administratif. Parce que chacun fait comme il veut de nos jours. Et c'est un projet qui doit être pris au sérieux. Parce que ça crée beaucoup de dégâts. Donc, sur ce, je vais encore revenir sur M. Arnold qui voulait ajouter quelque chose tout à l'heure. Ok, mais je faisant, pour revenir encore sur ce sujet, je vais prendre un peu certains cas dans le nord-ouest. J'ai vécu dans le nord-ouest. J'ai fait quelques mois de formation là-bas en plomberie. Et j'ai vu un peu le système de travail qu'ils font. Ils ne font pas les puisards comme on le fait ici. Parce qu'ici, tu n'as qu'à peut-être faire tes fosses et puis tu fais un puisard de 10 mètres, 8 mètres. C'est en fonction du type de sol que tu as devant toi. Mais dans le nord-ouest, on fait la fosse septique. Sauf qu'au niveau du puisard, on fait un trou rond. Il y en a qui ça ne dépasse pas 5 mètres, 4 mètres, 3 mètres, 3 mètres. Si c'est même trop, c'est 5 mètres. Et puis, ils cassent les pierres à l'intérieur, les pierres blanches à l'intérieur. Vous voyez, ils cassent ces pierres blanches à l'intérieur, là où ils vont envoyer les eaux usées. Oh, il y a les fosses qu'on peut facilement faire 25 ans, alors sans être vidangé, 25 ans, sans être vidangé.
Mais ici, c'est toute une autre chose. Oui, mais ça, chez nous ici, on pense que le puisage c'est la profondeur. Quelqu'un va te dire que mon puisage c'est 15 mètres. Oh, le puisage c'est pas la profondeur. On a vu les maisons qui ont fait 40 ans. Il y a eu peut-être plus de 40 ans là-bas. Mais là, on a eu certains petits problèmes avant qu'on est venu vivre. Oui, peut-être là-bas ils comprennent l'importance de bien utiliser les WC. Parce que ici, tu arrives dans des temps, comme je disais, c'est la poubelle. Le WC c'est la poubelle. On verse les eaux de cuisine là-bas, on verse les serviettes hygiéniques là-bas. Tout est jeté dans le WC. Donc c'est comme si le WC pouvait c'est la poubelle. Donc on doit tout choquer là-bas à l'intérieur. La fosse n'est pas bien fonctionner de cette façon-là. Parce que dans les WC, normalement, dans les salles de bain, il doit y avoir un espace dédié pour la poubelle. Parce que le préservatif, les papiers hygiéniques, ça doit aller dans la poubelle. Mais ici, chez nous, tout va dans le WC. Les serviettes hygiéniques, tout, on voit de ces choses dans les fosses septiques. Tu as vu qu'on débouche, on vient vidanger les fosses septiques. On ouvre un peu, tu vois ce qu'il y a là-bas dedans. Tu te demandes comment ça fait pour arriver là-bas. Quand tu parles de ça, j'ai du mal pour les gens qui parlent forme de fric. Je disais par exemple que si vous mettez ça dans une auberge, c'est grave. En un an, on va voir le rendement. Si peut-être là, il ne va pas écrire l'argent. Donc, si c'est. Je vais passer la parole à nos invités pour qu'ils nous disent ce qu'ils pensent de l'émission. Qu'est-ce que vous pensez du concept des gars? Qu'est-ce que vous pensez de la tribune des plombiers? Avec le temps qu'on a eu aujourd'hui, le temps c'est tellement passé, on n'a même pas vu comment le temps est passé. Et c'est même petit. On peut parler comme ça 2 jours. Vraiment, on appelle à nos collègues de venir participer à l'émission. On veut voir les gars intéressés à venir parler de leur domaine. Donc, je vais dire chapeau encore à M. Fodom pour tous les moyens que vous mettez en jeu pour qu'on ait ce bon moment entre nous les techniciens d'en parler. Je vais dire, c'est un grand pas. L'un de mes collègues menuisiers m'a dit vraiment, mon frère, vous êtes bien, hein? C'est difficile de voir les techniciens venir ensemble comme ça et échanger, c'est vraiment un grand pas. J'ai dit, j'appelle à tous nos collègues de venir participer à cette émission pour, je veux dire, pour mieux on apprend chaque jour. Hein? Oui, et aussi pour sensibiliser. Exactement. Alors, M. Ngal, qu'est-ce que vous pensez de la tribune des plombiers? C'est un projet à saluer. Hein. Tribune des plombiers. C'est vrai que c'est pas facile. Déjà, avoir l'idée, créer le projet. Et c'est l'occasion pour beaucoup de plombiers qui ont souvent l'habitude d'échanger dans le groupe et n'est pas trouvé le milieu d'entente de venir à la tribune des plombiers devant les caméras débattre sur des thématiques auxquelles ils ne trouvent pas tous un point commun et chacun pourra donner son idée, chacun pourra apporter sa contribution, ses connaissances. Ici, c'est fait pour partager et cultiver en même temps. Donc ça salue l'initiative en fait. Donc j'encourage et j'appelle l'ensemble de nos confrères. Ici, on peut aussi apprendre. Hein. Ce n'est pas seulement de... Tout à fait. Oui, on peut aussi apprendre. Donc j'appelle nos collègues plombiers. Chaque fois qu'il y a une émission de venir, il y a de la place pour tout le monde, même si vous êtes une dizaine. Venez, on s'assoit, on débat. On a des sujets cruciaux. Donc parfois on n'arrive pas à trouver. Ou alors si vous avez des problèmes que vous rencontrez sur le terrain et que vous posez des questions, on ne vous répond pas. Vous pouvez venir à la tribune de plombier poser le problème et vous aurez donc la contribution de tout un chacun. Et vous allez donc être édifié et vous allez rentrer avec un plus. Je ne peux pas vous dire que je n'ai pas appris. Selon nos échanges, il y a des notions que j'ai appris et qui doivent rester gravées. Donc ça me fait un plus. Et
continuellement, je dois continuer à apprendre. Donc je tire un coup de chapeau à M. Fodom sur ce terrain-là et de continuer dans la même lancée. Et une chose, c'est que nous serions là pour vous soutenir et pour faire grandir le projet. Donc merci. Ok. Alors, la tribune des plombiers, c'est une initiative que nous avons décidé de mettre sur pied pour sensibiliser, pour lutter aussi contre ce phénomène de plombier charlatan, comme nous avons l'habitude de les appeler, parce qu'il y a beaucoup de collègues qui s'aventurent dans beaucoup de domaines qu'ils ne maîtrisent pas. Alors, chaque vendredi, dorénavant, on se retrouve avec les collègues pour échanger des difficultés que nous rencontrons au quotidien, pour débattre, parce qu'avant, on débattait dans les groupes, mais ça restait professionnel, ça restait entre collègues. Et je me suis dit à un moment qu'il faut qu'on sensibilise le grand public afin qu'ils comprennent l'importance de travailler avec les spécialistes, les professionnels dans notre domaine. Donc sur ce, je suis Fodom, Concho Edouard, multitâche comme certains m'appellent, et nous avons décidé de créer ce programme pour vous sensibiliser. Donc restez connectés et à vendredi prochain.